Le conflit en cours en Ukraine n'a pas seulement remodelé le paysage géopolitique, mais a également entraîné des changements économiques importants, notamment en Europe. Alors que la guerre a infligé des souffrances généralisées, certains secteurs et entreprises ont connu des gains financiers substantiels. Cette analyse explore les entités européennes qui ont tiré profit de la tourmente, en examinant l'essor de l'industrie de la défense, les bénéfices du secteur agricole et les manœuvres stratégiques sur le marché de l'énergie. L'escalade des hostilités en Ukraine a incité les nations européennes à réévaluer et à renforcer leurs capacités de défense, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses militaires. Cette hausse des budgets de défense a directement bénéficié aux fabricants d'armes européens. Rheinmetall, le premier entrepreneur de défense allemand, illustre cette tendance. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires record de 9,75 milliards d'euros en 2024, soit une augmentation de 36% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est attribuée à la demande accrue d'équipements militaires, les pays européens augmentant leurs dépenses de défense en réponse au conflit. Le PDG Armin Paperger a souligné que l'Europe entre dans une ère de réarmement, présentant des opportunités de croissance sans précédent pour les entreprises de défense comme Rheinmetall. L'entreprise prévoit une nouvelle augmentation des ventes de 25 à 30% en 2025, reflétant l'investissement soutenu dans les capacités militaires à travers le continent. Pour répondre à la demande croissante, Rheinmetall étudie des stratégies d'expansion, notamment l'acquisition potentielle de l'usine inactive d'Osnabrück de Volkswagen, afin d'améliorer la production de chars. Cette initiative souligne l'engagement de l'entreprise à adapter ses opérations aux besoins de défense de l'Europe. De même, BAE Systems, une multinationale britannique spécialisée dans la défense, la sécurité et l'aérospatiale, a connu une hausse notable de son activité. L'entreprise a obtenu un contrat de 3,9 milliards de livres sterling pour des travaux de développement sur les sous-marins de classe AUKUS jusqu'en 2028, ce qui reflète la demande croissante de matériel militaire avancé. De plus, BAE Systems a finalisé l'acquisition de la division aérospatiale de Ball Corporation pour 5,6 milliards de dollars en février 2024, marquant sa plus importante acquisition à ce jour et élargissant sa présence dans le secteur de la défense. Le groupe tchécoslovaque, un conglomérat industriel tchèque, a également tiré profit de l'augmentation des dépenses de défense. En 2023, 72% des revenus de CSG provenaient de la fabrication liée à la défense, les exportations atteignant plus de 70 pays. Notamment, les livraisons à l'Ukraine ont représenté 23% des revenus de CSG en 2023, soulignant le rôle important du groupe dans la fourniture d'équipements de défense pendant le conflit. La guerre a perturbé les chaînes d'approvisionnement agricole mondiales, entraînant une hausse des prix des denrées alimentaires. Ce scénario a bénéficié aux grandes sociétés de négoce de produits agricoles, les conglomérats connus sous le nom d'ABCD, Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill et Louis Dreyfus, ont enregistré des profits substantiels en raison de la flambée des prix alimentaires déclenchée par le conflit. Ces entreprises dominent le commerce mondial des produits agricoles et ont profité de la volatilité des marchés pour accroître leurs revenus. Le conflit a également influencé le secteur de l'énergie, certaines entreprises et nations adaptant leur stratégie pour tirer profit de l'évolution du paysage énergétique. Par exemple, la Chine revend ses cargaisons américaines de gaz naturel liquéfié à l'Europe avec un bénéfice considérable, profitant du besoin urgent de l'Europe de diversifier ses sources d'énergie et de se détourner des approvisionnements russes. Dans le cadre des récents développements concernant le conflit en cours en Ukraine, une série d'initiatives diplomatiques ont été lancées, visant à établir un cessez-le-feu temporaire et potentiellement ouvrir la voie à une paix durable. Ces efforts ont mis une pression considérable sur le président russe Vladimir Poutine, alors que les dirigeants mondiaux et les analystes suivent la situation de près. Le 11 mars 2025, suite à des discussions à Jeddah, en Arabie Saoudite, les États-Unis et l'Ukraine se sont mis d'accord sur une proposition de cessez-le-feu provisoire de 30 jours. Cet accord comprend la reprise de l'aide militaire américaine et le partage de renseignements avec l'Ukraine, sous réserve de l'accord de la Russie. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a souligné que la prochaine étape dépend de l'accord de la Russie sur la trêve, suggérant que le respect de celle-ci constituerait un progrès significatif vers la fin du conflit. Le président Donald Trump a exprimé son optimisme quant au cessez-le-feu, déclarant avoir reçu des signaux positifs du président Poutine.
Une délégation américaine devrait se rendre à Moscou pour présenter officiellement la proposition de trêve. Malgré ces manœuvres diplomatiques, la réponse de la Russie a été prudente. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que la Russie avait besoin d'informations détaillées avant de prendre position sur le cessez-le-feu. Le président Poutine est resté largement silencieux sur les conditions nécessaires à la paix, des questions non résolues telles que les garanties de sécurité pour l'Ukraine et le rôle des forces de maintien de la paix européennes pouvant poser des défis. Les analystes suggèrent que les récentes avancées sur le champ de bataille ont donné au président Poutine le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de pression pour arrêter les combats, car les forces russes ont continué à capturer des territoires tenus par les Ukrainiens, renforçant ainsi leur position de négociation. Le Kremlin a exprimé sa prudence quant à la proposition, soulignant la nécessité d'un accord global. Les dirigeants européens ont exprimé leur soutien à l'initiative de cessez-le-feu, le Premier ministre du Royaume-Uni étant salué pour sa médiation dans les négociations. Les gouvernements européens insistent sur l'unité et le renforcement de la coopération en matière de défense pour faire pression sur Poutine afin qu'il accepte des négociations de paix. Cependant, la proposition crée un équilibre difficile pour le président Poutine, qui doit choisir entre maintenir ses relations avec le président Trump et satisfaire les nationalistes russes qui ont fait des sacrifices importants pendant la guerre. L'opinion publique en Russie est divisée sur la trêve, certains suggérant de l'accepter sous certaines conditions, comme un embargo sur les livraisons d'armes à l'Ukraine, tandis que d'autres craignent qu'elle ne profite davantage à l'Ukraine en lui permettant de renforcer ses forces. Les efforts diplomatiques actuels ont déplacé la responsabilité sur la Russie pour répondre à la proposition de cessez-le-feu. La communauté internationale attend la décision du président Poutine, qui influencera de manière significative la trajectoire du conflit et les perspectives d'une paix durable dans la région. Les origines du conflit en Ukraine sont complexes et multiformes, impliquant des dimensions historiques, politiques et stratégiques. Comprendre ces origines nécessite un examen impartial des différents points de vue impliqués. Du point de vue de la Russie, l'expansion de l'OTAN vers l'Est a été perçue comme une menace directe pour sa sphère d'influence et sa sécurité nationale. Les dirigeants russes ont constamment exprimé des inquiétudes quant à la proximité de l'OTAN avec ses frontières, la considérant comme une intrusion qui compromet la stabilité régionale. Cette perspective est ancrée dans un contexte historique où la Russie s'est toujours méfiée des alliances militaires étrangères près de son territoire. À l'inverse, de nombreux pays d'Europe de l'Est, dont l'Ukraine, ont cherché à adhérer à l'OTAN comme moyen de garantir leur souveraineté et de s'aligner sur les valeurs démocratiques occidentales. Pour ces nations, l'adhésion à l'OTAN représente une protection contre une éventuelle agression et une opportunité de s'intégrer dans des structures politiques et économiques européennes plus larges. Le catalyseur immédiat du conflit actuel remonte à 2014, lorsque les manifestations Euromaïdan en Ukraine ont conduit à l'éviction d'un président pro-russe. Ce changement politique a été suivi par l'annexion de la Crimée par la Russie et le déclenchement d'un conflit armé dans l'est de l'Ukraine, où des mouvements séparatistes, prétendument soutenus par la Russie, cherchaient l'indépendance. Dans le contexte actuel, plusieurs parties ont tiré profit économiquement de la guerre. Comme évoqué précédemment, l'industrie de la défense en Europe a connu une croissance significative en raison de l'augmentation des dépenses militaires. Les secteurs agricoles et énergétiques ont également connu des changements qui ont généré des profits substantiels pour certaines entreprises et nations. La voie vers la résolution du conflit passe par d'intenses négociations diplomatiques, avec diverses propositions d'accord pour établir la paix. La proposition actuelle de cessez-le-feu, soutenue par les États-Unis et l'Ukraine, représente un tournant crucial dans le conflit. Si elle est acceptée par la Russie, elle pourrait servir de tremplin vers des négociations plus larges, mais de nombreux défis restent non résolus. L'un des points les plus litigieux est le statut territorial des régions actuellement occupées par les forces russes. L'Ukraine a déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'accepterait aucun accord de paix qui légitimerait le contrôle de la Russie sur les zones saisies pendant la guerre, y compris la Crimée et les régions de Donetsk et de Louhansk. Pour le président Zelensky, accepter de telles conditions serait politiquement désastreux, car l'opinion publique ukrainienne soutient massivement le rétablissement des frontières de l'Ukraine d'avant 2014. D'un autre côté, il est peu probable que le président Poutine accepte un quelconque retrait sans concession significative.
le discours du Kremlin présente le conflit comme une mesure nécessaire pour protéger les Russes de souche et les populations russophones en Ukraine, et céder du territoire serait perçu comme une défaite humiliante sur le plan national. De plus, les nationalistes russes et les partisans de la ligne dure, au sein de l'establishment militaire, continuent de faire pression pour une guerre prolongée, arguant que tout cessez-le-feu donnerait à l'Ukraine le temps de reconstruire ses forces avec le soutien occidental. Le rôle des nations européennes dans la formation du processus de cessez-le-feu est également crucial. Alors que les dirigeants européens soutiennent généralement les négociations, il existe des divisions quant à la pression à exercer sur l'Ukraine pour qu'elle fasse des concessions. Certains responsables de l'UE, notamment ceux des pays qui ont subi des tensions économiques en raison de la guerre, estiment qu'il est nécessaire de faire pression pour un accord de paix immédiat, impliquant potentiellement des compromis territoriaux afin de rétablir la stabilité des marchés mondiaux. D'autres, en particulier en Europe de l'Est, soutiennent que tout accord permettant à la Russie de conserver le territoire occupé encouragerait de nouvelles agressions à l'avenir. L'impact économique de la guerre continue de se propager dans de multiples secteurs, avec des conséquences directes et indirectes. Alors que les nations occidentales ont imposé de lourdes sanctions à la Russie, l'économie russe a réussi à s'adapter en approfondissant ses liens avec la Chine, l'Inde et d'autres marchés non occidentaux. Les exportations russes de pétrole, par exemple, se sont détournées de l'Europe vers l'Asie, permettant au Kremlin de maintenir le financement de sa guerre malgré les restrictions financières. Pendant ce temps, les prix de l'énergie en Europe restent élevés, et la transition hors du gaz russe s'avère plus coûteuse que prévu. D'autres fournisseurs, tels que les États-Unis et le Qatar, sont intervenus pour combler le vide, mais la dépendance au gaz naturel liquéfié a fait grimper les coûts pour les consommateurs et les industries. Les gouvernements européens ont du mal à trouver un équilibre entre la sécurité énergétique et la nécessité de maintenir la compétitivité économique, d'autant plus que les entreprises sont confrontées à une augmentation de leurs dépenses opérationnelles. Outre les préoccupations énergétiques, le fardeau financier de l'aide militaire à l'Ukraine est devenu un point de discorde croissant au sein des pays de l'OTAN. Alors que l'administration Biden s'était engagée à soutenir l'Ukraine à long terme, l'administration Trump a signalé une approche différente. Le président Trump a indiqué que l'aide américaine à l'Ukraine devrait être assortie de conditions plus strictes et que les nations européennes devraient supporter une plus grande part du fardeau financier. Ce changement de politique a créé une incertitude quant à la pérennité de l'assistance militaire occidentale, certains analystes avertissant qu'une réduction du soutien américain pourrait affaiblir la position de l'Ukraine sur le champ de bataille. La guerre en Ukraine continue d'évoluer, avec des lignes de front fluctuantes, une diplomatie complexe et une dynamique de pouvoir mondial en constante évolution. Alors que la guerre entre dans son 1113e jour, les récents développements sur le champ de bataille, les négociations de cessez-le-feu et les manœuvres géopolitiques en font l'un des moments les plus importants du conflit. Dans la dernière escalade du conflit, l'Ukraine a subi une nouvelle vague d'attaques de missiles et de drones de la part des forces russes. Des villes comme Kryvyi Rih et Odessa ont été lourdement ciblées, entraînant des victimes civiles et des dommages importants aux infrastructures. Les défenses aériennes ukrainiennes ont intercepté 74 des 117 drones lancés pendant la nuit, tandis que des contre-mesures de guerre électroniques ont empêché 38 d'atteindre leur cible. Cependant, l'ampleur du bombardement suggère que la Russie reste engagée dans une campagne aérienne agressive visant à affaiblir les défenses et le moral de l'Ukraine. La Russie, à son tour, affirme avoir intercepté et détruit avec succès 77 drones ukrainiens, dont beaucoup ciblaient des sites militaires et stratégiques dans les régions de Bryansk, Kalouga, Koursk, Voronej, Rostov et Belgorod. Moscou a de plus en plus recours à la guerre par drone et aux contre-mesures électroniques pour se défendre contre les incursions ukrainiennes dans les territoires occupés par la Russie. Sur le terrain, la Russie a réalisé des gains territoriaux significatifs dans la région contestée de Koursk. Les forces russes auraient pris le contrôle de 5 villages supplémentaires, le ministère russe de la Défense déclarant que plus de 1100 km², soit 386 miles², de terre ont été reconquis. Valéry Gerasimov, chef d'état-major des forces armées russes, a confirmé que 24 localités ont été prises en seulement 5 jours, ce qui marque l'une des offensives russes les plus agressives depuis des mois.
le président Vladimir Poutine, en visite auprès des troupes russes à Koursk pour la première fois depuis l'incursion estivale de l'Ukraine l'année dernière, a déclaré que la région sera bientôt complètement libérée de l'ennemi. Poutine a également fait une déclaration provocatrice concernant les combattants ukrainiens capturés, déclarant qu'ils seraient traités comme des terroristes plutôt que comme des prisonniers de guerre protégés par la Convention de Genève. Cette déclaration a alarmé les organisations internationales de défense des droits de l'homme et a ajouté une nouvelle tension aux négociations de cessez-le-feu déjà délicates. Soumises à une pression intense, les forces ukrainiennes auraient commencé à se retirer de certaines parties de Koursk, perdant ainsi leur position dans la région frontalière russe. Des blogueurs militaires des deux camps confirment que le repli tactique de l'Ukraine reflète l'évolution de la dynamique sur le champ de bataille, Moscou profitant des défenses ukrainiennes étirées. Parallèlement, le service fédéral de sécurité russe, le FSB, affirme avoir déjoué de multiples attaques prétendument orchestrées par les services de renseignement ukrainiens, notamment une opération visant à envoyer des engins explosifs dans des colis postaux destinés à des responsables militaires et civils. Parallèlement à ces développements militaires, les pourparlers de cessez-le-feu se poursuivent sur le plan diplomatique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les États-Unis à prendre des mesures fermes contre la Russie si Moscou rejetait la proposition de cessez-le-feu de 30 jours convenue en Arabie Saoudite. Le cessez-le-feu, négocié avec la participation des États-Unis, est considéré comme une avancée potentielle dans la guerre. Mais la réponse de la Russie reste incertaine. Le président Donald Trump, qui a maintenant entièrement repris les décisions de politique étrangère des États-Unis, a déclaré qu'une trêve dépend maintenant de la Russie. La position de l'administration Trump est nettement différente de l'engagement à long terme du précédent gouvernement Biden à soutenir la résistance militaire de l'Ukraine. Trump a laissé entendre que si la Russie refuse le cessez-le-feu, les États-Unis pourraient envisager d'adopter une position plus ferme. Mais son administration a également clairement indiqué que l'objectif est de mettre fin à la guerre par la négociation, plutôt que par un engagement militaire prolongé. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a renforcé ce message, soulignant qu'une réponse positive de la Russie indiquerait une réelle volonté de mettre fin aux hostilités. Voici à quoi nous aimerions que le monde ressemble dans quelques jours. Aucune des deux parties ne se tire dessus. Pas de roquettes, pas de missiles, pas de balles, rien. Et les discussions commencent, a déclaré Rubio aux journalistes. Cependant, des rapports suggèrent que la Russie a présenté aux États-Unis une liste d'exigences pour une éventuelle fin de la guerre. Ces exigences sont similaires aux conditions posées depuis longtemps par Moscou, notamment la garantie que l'Ukraine n'adhérera jamais à l'OTAN, la reconnaissance des revendications de la Russie sur la Crimée et 4 provinces ukrainiennes annexées, et un accord interdisant le stationnement de troupes étrangères en Ukraine. Reste à savoir si l'administration Trump est disposée à accepter ou à négocier ces exigences. Pendant ce temps, les dirigeants européens renforcent leur engagement envers la sécurité à long terme de l'Ukraine. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a déclaré qu'il existe un très large consensus parmi les nations européennes pour renforcer les capacités militaires de l'Ukraine. Lors d'une réunion de haut niveau à laquelle ont participé les ministres de la Défense de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de l'Italie et de la Pologne, les discussions se sont concentrées sur l'augmentation de la production d'armes et l'établissement d'une stratégie de défense européenne coordonnée. Le ministre polonais de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, a fait écho à ce sentiment, qualifiant les récentes discussions de véritables démonstrations d'unité continentale contre l'agression russe. Au Royaume-Uni, le secrétaire à la Défense, John Healey, a annoncé que la Grande-Bretagne et ses alliés doivent intensifier leur assistance militaire et se réarmer, formant une coalition pour renforcer la capacité de l'Ukraine à se défendre. Pour compliquer davantage la situation, un important accord sur les minerais entre l'Ukraine et les États-Unis devrait être finalisé dans les prochaines semaines. Le secrétaire Rubio a déclaré que cet accord donnerait aux États-Unis un intérêt direct dans la sécurité de l'Ukraine, bien qu'il se soit abstenu de parler de garantie de sécurité. Cet accord souligne les partenariats économiques et stratégiques croissants entre l'Ukraine et l'Occident, même si les négociations de paix restent fragiles. De plus, le ministre polonais des Affaires étrangères a confirmé que des armes américaines retournent en Ukraine via la Pologne après que l'administration Trump a levé un gel temporaire de l'aide militaire. Cette décision garantit que l'armée ukrainienne reste opérationnelle, même si les efforts diplomatiques se poursuivent.
Dans un tournant surprenant, le président polonais Andrzej Duda a appelé les États-Unis à transférer des armes nucléaires vers la Pologne comme moyen de dissuasion contre toute future agression russe. Dans une interview accordée au Financial Times, M. Duda a soutenu que depuis que les frontières de l'OTAN se sont déplacées vers l'Est en 1999, il est logique que l'infrastructure nucléaire de l'OTAN suive le mouvement. Il a confirmé avoir discuté de cette proposition avec l'envoyé spécial du président Trump pour l'Ukraine et la Russie, Keith Kellogg. Si un tel plan devait être mis en œuvre, cela marquerait l'une des escalades les plus significatives de la présence de l'OTAN en Europe de l'Est et provoquerait probablement une forte réaction de Moscou. Malgré tous ces développements, la guerre reste à un tournant critique. Alors que les pourparlers de cessez-le-feu offrent une voie potentielle vers la désescalade, l'Ukraine et la Russie ont d'importantes réserves quant à des concessions majeures. L'Ukraine, soutenue par ses alliés européens et les États-Unis, refuse d'accepter des pertes territoriales, tandis que la Russie continue de rechercher des garanties de sécurité et le contrôle des territoires qu'elle a annexés. Si le cessez-le-feu tient, il pourrait ouvrir la voie à un accord de paix plus large, dans lequel la reconstruction économique, les garanties de sécurité et d'éventuels compromis territoriaux seraient débattus. Cependant, si la trêve s'effondre, la guerre pourrait entrer dans une phase prolongée et encore plus dévastatrice, les deux camps durcissant leur position. L'impact mondial de ce conflit reste énorme. Les industries de la défense en Europe et aux États-Unis continuent d'enregistrer des profits records grâce à l'augmentation des dépenses militaires, tandis que les marchés agricoles et énergétiques restent très volatiles. La Chine et l'Inde sont devenus des acteurs économiques clés pour combler le vide laissé par les sanctions occidentales contre la Russie, modifiant davantage les schémas du commerce mondial. Pendant ce temps, les pays occidentaux continuent de trouver un équilibre entre leur soutien à l'Ukraine et les préoccupations concernant les coûts à long terme de la guerre. Les prochaines semaines seront décisives pour déterminer si la guerre en Ukraine entre dans une phase de désescalade ou si elle va se poursuivre comme un conflit bien ancré. Tous les regards sont maintenant tournés vers Moscou, Washington et Kiev, alors que les dirigeants mondiaux tentent de naviguer dans l'une des crises géopolitiques les plus dangereuses du XXIe siècle.